Salut Jojo, c'est Sarah. C'est là, vous y êtes dans l'Himalaya. T'as pas eu peur dans l'avion? Coucou Sarah, comment ça va? Ça y est, on est à l'autre bout du monde. On a mis 15 heures d'avion pour arriver ici à Katmandou, la capitale du Népal. Et c'est génial de se retrouver là entre copains. La ville est magnifique. Il y a de très jolis temples et les gens sont formidables. Ils sont tous souriants et accueillants. Toute l'équipe est ravie d'être là. Jeff s'est déjà fait un copain parmi les petits moines bouddhistes. Rudy, lui, a commencé à faire des emplettes. Nicolas apprend les coutumes locales et Thomas découvre la faune himalayenne. Quant à mon frère Jérémy, c'est la deuxième fois qu'il m'accompagne ici pour une expédition. Je te présente aussi Tsing Tsing, qui sera notre cuisinier pendant toute l'expé. Après 2 jours passés à Katmandou, on a pris un camion en direction de Kurla Mandata, qui se trouve sur les hauts plateaux tibétains. On a roulé plusieurs jours à travers les plus hautes montagnes du monde sur la route de l'amitié, qui relie Katmandou à Lhasa, la capitale du Tibet. Dans ce pays, il y a des militaires chinois un peu partout, car, je sais pas si tu sais, mais les Tibétains vivent sous l'occupation chinoise depuis plus de 50 ans, et n'ont pas la vie facile. Aujourd'hui, on est dans le village de Nyalam, à 3900 mètres d'altitude. Les Tibétains nous ont accueillis chez eux, dans leur petite maison en pierre et en terre. Cet après-midi, on a visité une école tibétaine. Tu sais, ici les enfants font parfois plusieurs kilomètres à pied pour venir chaque matin à l'école, dans le froid et la neige. Ils n'ont pas grand-chose, même pour s'amuser, mais ils ont toujours le sourire aux lèvres. Salut Jojo, c'est Sarah. Vous êtes où? Vous voyez le Kurla Mandata? Ici à Autran, c'est génial car tout le monde suit votre expédition. À l'école, on ne fait que parler de ça. Est-ce que vous avez mis nos dessins dans la tente? Salut Sarah, on est arrivé à Chukumba. C'est le dernier petit village avant le Kurla Mandata. On est déjà à 4600 mètres d'altitude, presque aussi haut que le Mont Blanc, et toujours pas de neige à l'horizon. Par contre, il fait de plus en plus froid, et on ressent déjà bien les effets de l'altitude. Pour l'instant, tout le monde va bien, et on est ravis d'être ici, entouré d'enfants toujours aussi gentils et souriants. Avant de tenter l'ascension du Kurla Mandata, on est d'abord allé faire le tour du mont Kailash. 56 km de marche avec un col à 5600 mètres. Rien de tel pour se dégourdir les jambes et surtout pour s'acclimater. En plus, le panorama est magnifique. Le mont Kailash, c'est la montagne sacrée du Tibet. Haute de 6714 mètres, elle est très importante pour les Tibétains car dans leur religion, le bouddhisme, elle représente l'axe du monde, le centre de l'univers. C'est pourquoi elle est sacrée et que personne n'a le droit d'y grimper. Ça prend 3 jours pour faire le tour de cette merveilleuse montagne. Le soir, on dort dans des monastères. L'ambiance est magique. Durant la marche, on a vu des pèlerins bouddhistes qui avançaient en priant et en se prosternant à chaque pas. C'est leur manière à eux d'expier leurs péchés. Lentement, ils accomplissent ce qui pour eux est un rituel très important. Ils font un tour en une dizaine de jours et ils doivent en faire 108 s'ils veulent espérer atteindre le nirvana, le bonheur suprême. Et le sommet du Kurla Mandata, il est sacré aussi? Non, le Kurla Mandata, on a le droit d'y grimper. Mais comme c'est un haut sommet de 7760 mètres, on doit payer très cher un permis d'ascension au gouvernement chinois. Car en Himalaya,
il faut payer pour pouvoir gravir une montagne. Et plus elle est haute, et plus ça coûte cher. Vous en êtes où là? Quand est-ce que vous allez grimper le Gurla Mandata? Pour l'instant, on est bloqué dans la tempête, Sarah. Ça fait 4 jours qu'on subit d'énormes rafales de vent et ça ne faiblit pas une minute. On ne peut pas bouger. Il fait très froid, on n'a rien d'autre à faire qu'à attendre que ça passe, en espérant que nos tentes vont tenir le coup. Heureusement, au bout de 6 jours, plus rien. Le vent a complètement cessé. Cette tempête nous a quand même cassé 3 tentes. Mais maintenant, les choses sérieuses vont commencer. On va enfin pouvoir monter au camp de base du Gurla Mandata, à 5600 mètres. Et pourquoi vous emmenez ces drôles de vaches avec vous? C'est pas des vaches, Sarah, ça s'appelle des yaks. Ils pèsent plus d'1 tonne et ne vivent qu'en haute altitude. C'est pourquoi ils ont des longs poils qui les protègent du froid et de la neige. Les yaks peuvent porter plus de 80 kg chacun. Et c'est grâce à eux qu'on peut monter jusqu'au camp de base les centaines de kilos de matériel nécessaires pour notre expédition. Ils sont impressionnants, mais en réalité ils sont plutôt gentils, même assez peureux. Mais il vaut quand même mieux rester à distance. Les femelles, les nacs, elles sont plus petites. Elles restent dans la vallée, et avec leur lait, les bergers tibétains font du fromage, du beurre, et se nourrissent de leur viande. Avec leurs poils, ils tissent aussi des vêtements. Comme il n'y a pas beaucoup de bois au Tibet, ils se servent des bousses de yak séchées pour mettre dans la cheminée et avoir chaud l'hiver. Et qu'est-ce que ça mange un yak? Ils mangent essentiellement de l'herbe et les quelques petits arbustes qui arrivent à pousser sur ces hauts plateaux désertiques. Mais quand ils montent avec nous au camp de base, il n'y a rien à manger ni à boire. Alors une fois là-haut, les bergers déposent les charges et redescendent vite dans la vallée, 1000 mètres plus bas. C'est quoi un camp de base? Ça sert à quoi? Un camp de base, c'est un endroit à peu près plat au pied de la montagne où l'on dépose tout le matériel et où l'on monte nos tentes à même les cailloux. Il y a les tentes pour dormir, la tente pour manger, la tente pour cuisiner, la tente pour entreposer le matériel et même une tente pour aller aux toilettes. C'est comme un mini-village et c'est d'ici qu'on va commencer à grimper sur la montagne. On a 3 semaines pour essayer d'arriver au sommet. Après ça, notre permis expire et on devra rentrer. Mais c'est quoi ces drôles de fanions sur vos tentes? Ce sont des mantras, des drapeaux de prière tibétains. C'est une tradition pour toutes les expéditions himalayennes. En les accrochant au camp de base, on fait en sorte qu'ils nous portent chance. Tsing Tsing, qui est bouddhiste, nous a expliqué qu'ils sont indispensables, car, selon sa religion, le sommet des hautes montagnes est habité par les dieux, et en grimpant dessus, on risque de les fâcher. Grâce au vent, les prières inscrites sur les drapeaux s'envoleront vers le sommet, et apaiseront ainsi les dieux, nous protégeant, selon Tsing Tsing, des avalanches et des accidents. Mais nous aussi, nous avons nos propres drapeaux porte-bonheur. Nous avons accroché tous les dessins que vous avez faits à l'école. Ils sont superbes. On peut y lire vos encouragements et ça nous fait du bien. Nous les avons mis dans la tente messe. C'est la tente salle à manger. Comme ça, on les a sous les yeux constamment. On a aussi Nounours, votre mascotte, qui est vraiment content d'être là et qui nous accompagne de partout. Oh, You have a bag? Yes. Or, Yeah, okay. this? Okay. Thank you. This one. Aujourd'hui, notre cuisinier est un peu malade, alors on essaye de lui donner un petit coup de main. Hey! Today the little. Little. Yeah, Six? 6. Yeah. Ah. Diary. Whew, Tomorrow better? too much diary. Yeah. Okay. Tomorrow after little bit. Yeah, means oh Cow, the wife of Yak. yes. Yeah. Yeah, give a notice. Et Tsing Tsing, il vient d'où? Et qu'est-ce qu'il vous prépare à manger? Il vient d'un petit village népalais, en plein milieu de l'Himalaya.
tout près de l'Everest, le plus haut sommet de la Terre. Il a bientôt 50 ans. Il est cuisinier dans des expéditions depuis plus de 30 ans. Et avant de faire ça, il était porteur, c'est-à-dire qu'il portait tout un tas de matériel ou de nourriture d'un village à un autre. Tu sais, cuisiner à cette altitude, ça demande beaucoup de travail. Alors chaque jour, il va casser un peu de glace au pied des énormes dents du glacier. Car comme il n'y a pas d'eau liquide, il est obligé de faire fondre de grandes quantités de glace. Avec l'eau, il prépare petit déjeuner et repas pour 7 personnes, matin, midi et soir. Et surtout, il fait de l'eau pour les innombrables thés et cafés que l'on boit à longueur de journée. C'est que l'on doit boire beaucoup en altitude, parce qu'on se déshydrate vite à cause du manque d'oxygène, mais aussi du soleil et du vent. Et là, c'est bon son machin là? Ting Sing nous prépare toutes sortes de plats typiques et très différents, mais avec toujours les mêmes ingrédients de base. À chaque repas, on mange du riz, des pâtes ou des pommes de terre. Parfois les 3 en même temps, souvent très épicés et accompagnés de quelques légumes qu'il a ramenés du village d'en bas et qui ont résisté au gel. T'imagines? Pas de suture, il est réservé pour la pêche au coordinateur. Et l'autre jour, pour l'anniversaire de Jeff qui a fêté ses 34 ans, il a même réussi à faire un super beau gâteau. On se demande toujours comment il fait pour faire ça à 5600 mètres d'altitude. Et sans four en plus. Sacré Ting Ting. C'est ton voiture, ça va joie. Monter au sommet. Au camp de base, il fait très froid. Parfois jusqu'à moins 30 degrés la nuit. Pas facile dans ces conditions de se laver. Ouais, c'est très superficiel le lavage. Et comme il faut économiser l'eau et le gaz, on se lave pour ainsi dire jamais. De temps en temps, environ une fois par semaine, on essaye de laver nos vêtements. Comme ma grand-mère le faisait dans le bassin. Mais c'est pas toujours facile pour les faire sécher. Ça me plaît, ça, je te le dis. Ça tient debout, d'où l'expression. Ça tient debout. Voilà, c'est sec. On va mettre à l'intérieur. Tu l'as posé dehors là? Ouais, il est 10 minutes dehors, en plein soleil. Et comment vous faites pour faire marcher votre ordinateur? Là-haut, il n'y a pas de prise? C'est grâce à des panneaux solaires qui nous fournissent de l'électricité, à condition qu'il y ait suffisamment de soleil bien sûr. Chaque jour, on recharge les batteries de l'ordinateur et du téléphone satellite, ce qui nous permet de pouvoir communiquer avec vous. Bon, c'est dans la montée. Hein. Et de pouvoir parler à ceux qu'on aime quand on est si loin, ça fait vraiment du bien. Et c'est dur de grimper le Gurla Mandata. Vous allez mettre combien de temps pour arriver jusqu'en haut? Ça, on ne sait pas, Sarah. D'après les rares expéditions qui sont arrivées au sommet, ce n'est pas une montagne très dure techniquement, mais elle est haute et l'ascension est terriblement longue. Sans parler du mauvais temps qui est très fréquent en Himalaya et qui fait échouer beaucoup d'expéditions. Ça dépendra du temps et de la forme de chacun d'entre nous. En plus, je ne sais pas si tu sais, mais on ne peut pas monter directement au sommet, c'est impossible. Ah bon? Et pourquoi c'est impossible de monter directement jusqu'au sommet? Parce qu'aller en haute montagne, c'est dur, très dur. Plus on monte, et moins il y a d'oxygène. Donc c'est de plus en plus difficile pour respirer et pour marcher normalement. On est toujours essoufflé, et notre cœur bat tout le temps très vite. C'est terriblement fatigant. On ne peut donc pas aller d'un coup au sommet. Il faut d'abord bien s'acclimater. Ça veut dire quoi s'acclimater? S'acclimater, ça veut dire prendre le temps de s'habituer au manque d'oxygène. Pour cela, il faut aller doucement et faire des étapes. Car plus on va passer de temps en altitude, plus notre corps va s'habituer. Et au bout de quelques jours, on sera suffisamment acclimaté pour pouvoir alors monter jusqu'au sommet. Tommy, t'as oublié quelque chose là? Changement de sac. Rudy qui est sur quelqu'un nerveux parce qu'ils sont Il y a un gros tas, il y a personne qui se servait alors. J'ai jamais C'est vu sûr, ça. j'ai tout mis dans mon sac. Hein. Rudy qui a un coup de pompe.
En 30 ans de carrière, c'est la première fois que je vois ça. Pour lui porter ses affaires. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que t'as mis maintenant? Ah, bien sûr, il a pris toutes C'est ses des affaires pièces. dans la chambre. C'est vrai qu'il est lourd. Hein. Je crois qu'il va falloir se réveiller là. Ouais, je prends le relais après, Tom. Parce que moi, je suis léger. Pourquoi vous avez d'aussi gros sacs à dos? Il y a quoi dedans? Pour aller en haute altitude, on doit vraiment emporter beaucoup de choses. On doit prendre les tentes qui serviront de camp 1 et de camp 2, les duvets qui résistent à moins 40 degrés, les tapis de sol, les casseroles, les bouteilles de gaz et beaucoup de nourriture. Il y a aussi la trousse à pharmacie, les lampes frontales, les cordes, les baudriers, les mousquetons, les piolets, les crampons, les puits à neige et les broches à glace. On doit aussi emporter plusieurs paires de gants chacun, car si jamais on perd nos gants là-haut, on risque de se geler les doigts. Ben dis donc, ils doivent pas être légers vos sacs à dos. Et c'est quoi cette histoire de camp 1 et de camp 2? Le camp 1, c'est la première étape de l'ascension. Il faut trouver un bon endroit pour pouvoir planter la tente, à l'abri d'éventuelles avalanches, et surtout bien la fixer dans la neige, avec des pieux et des broches à glace, pour ne pas qu'elle s'envole au premier coup de vent. On va passer la nuit au camp 1, histoire de s'acclimater, et on redescendra demain au camp de base pour se reposer. Après quelques jours, on reviendra y dormir, et ensuite on montera plus haut pour installer le camp 2, notre dernière étape avant le sommet. À quelle altitude il est le camp 1? On l'a installé à 6400 mètres, et ce soir, on n'est que 3 à dormir ici. Les autres, un peu plus fatigués, sont déjà redescendus au camp de base. Pour pouvoir rester en contact, on communique entre nous par radio, tant bien que mal. Ouais, on vous reçoit super mal. Si jamais vous nous entendez, on est sous la tente, on a installé le camp 1. On est nickel, hein, il est super safe et puis on l'a bien tanké dans la neige et la glace. Donc voilà, on s'apprête à passer une longue nuit à 6004. À vous. Ma première nuit au camp 1 a été terrible. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. J'avais trop mal à la tête, comme si on me cognait à l'intérieur avec un marteau. C'est dur l'altitude. Ouh là là, ça doit pas être marrant. Et au fait, qu'est-ce que vous mangez quand vous êtes là-haut? Dans les camps d'altitude, on ne mange presque que de la nourriture lyophilisée. Moi, ça ressemble à quelque chose, mais il y a des morceaux. C'est de la nourriture en poudre dans un sachet. C'est en poudre et c'est donc beaucoup moins lourd à porter. Il suffit de rajouter de l'eau chaude directement dans les sachets et c'est prêt. Bon app. Allez. Délicieux. Toi t'as chip parmentier. Moi j'ai couscous au poulet. Et toi? Moi, j'ai poisson à la provençale. Le mec qui va gerber ça. Je sais pas qui. Il va gerber dans votre tente aussi. Hop, allez, Romeo. C'est trop bon. Tu goûtes, joie. Ça, c'est du bonheur. Est-ce que vous avez vu des avalanches? Et pourquoi vous avez une corde attachée entre vous? On appelle ça être encordé. Ça veut dire qu'on attache une corde sur nos baudriers. Je crois que je suis suivi. Comme ça, si l'un d'entre nous glisse dans la pente ou tombe dans une crevasse, les autres peuvent le retenir et ainsi lui sauver la vie. On s'encorde toujours quand on grimpe en montagne ou quand on marche sur un glacier. Et non, nous n'avons pas vu d'avalanche. Par contre, nous avons vu au loin une chute de sérac. C'est quoi un sérac?
Un sérac, c'est un énorme bloc de glace qui s'est détaché à l'avant du glacier et qui menace de tomber à chaque instant. C'est très dangereux, car on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut tomber. Il est tombé où, votre sérac? Il est tombé pas très loin du camp 2. Il est où le camp 2? À quelle altitude? On l'a installé vers les 6800 mètres. Tu sais, à cette altitude, ça devient très dur. On a beau essayer de dormir, on ne récupère plus. On se réveille même plus fatigué qu'on ne s'est couché. Camp 2 pour camp de base. Camp 2 pour camp de base. Camp 1 pour camp de base. Non, une connerie. Est-ce que vous êtes arrivé au sommet? C'est comment là-haut? Hier, à 3h du matin, on est parti du camp 2 en direction du sommet. Sauf Jeff, le pauvre, qui n'a pas pu venir car il est tombé malade. Le froid glacial et l'oxygène de plus en plus rare nous brûlaient les poumons. On a marché pendant des heures et des heures. La fatigue nous empêchait d'aller plus vite. Plus on montait, plus c'était dur. Vers les 7000 mètres d'altitude, je n'en pouvais plus. J'avais terriblement mal au ventre, j'étais malade moi aussi, et j'ai dû abandonner. Les copains ont continué, lentement. Et quelques heures après, vers les 7300 mètres, fatigués, et avec le brouillard qui arrivait, ils se sont arrêtés aussi. Sauf Jérémy, qui lui se sentait encore des forces pour avancer. Il a continué seul, à grimper dans le mauvais temps. Et ils l'ont attendu, plein d'angoisse. C'est plusieurs heures après qu'il est enfin réapparu. Il nous a dit que seul sur l'arête qui menait au sommet dans le mauvais temps, il a préféré faire demi-tour, même s'il n'était qu'à quelques dizaines de mètres seulement du sommet. Mais alors, personne n'est allé jusqu'en haut? Vous devez être très déçus. Alors on est un petit peu déçus, c'est vrai, mais le plus important c'est que tout le monde soit redescendu sain et sauf. C'est ça l'essentiel. Bien sûr qu'on aurait aimé tous aller jusqu'en haut, mais tant pis. On aura tout fait pour y arriver. Maintenant, il est temps de rentrer. En Himalaya, il y a tellement de facteurs imprévisibles qui rentrent en jeu que pour pouvoir arriver au sommet, il faut être en forme, au bon moment, au bon endroit et surtout avoir beaucoup de chance. Et tu sais, finalement, le sommet n'est pas si important que ça. Le plus important dans une expédition, c'est qu'on partage tous ensemble une aventure formidable, une aventure humaine extraordinaire. On aura vécu ensemble des moments très forts et partagé des instants vraiment magiques. Avec Tintin bien sûr, mais aussi avec tous les habitants de ce merveilleux pays. Si différents, si chaleureux. Tous ces visages si souriants resteront à jamais gravés dans notre mémoire et dans notre cœur. C'est ça une expédition. Un voyage inoubliable, un voyage pas comme les autres.